Quand on pense à un immense terrain vague en plein centre d'une ville super dense, c'est souvent perçu comme un cauchemar pour les finances publiques. Ouais, un vrai gouffre financier. C'est ça. Il faut payer pour sécuriser la zone, empêcher les dépôts sauvages, l'entretien un minimum. Tout ça en attendant que des promoteurs immobiliers arrivent pour y couler du béton. Exactement. Mais notre exploration d'aujourd'hui, qui est basée sur des articles vraiment fascinants de wikiresidence.ca et infodrone.ca, ça montre comment ce même terrain vacant est en train de sauver activement des milliers de personnes d'une crise alimentaire. Et c'est là tout le paradoxe de notre analyse. Ce terrain-là, c'est l'ancien hippodrome de Montréal. Ah oui, les fameux Blue Bonnets. Ouais, le site historique. Aujourd'hui, il appartient à la ville de Montréal. Et en attendant le méga projet immobilier qui est prévu là-bas, la ville a permis une occupation transitoire. Ce qui a donné naissance au projet qu'on appelle les Bonnets Bleus. Tout à fait. C'est une micro-ferme urbaine d'une ampleur assez exceptionnelle qui est gérée par un organisme communautaire multicaf. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir que l'urbanisme, c'est plus juste une question de construction permanente. Mais attends, il y a un détail géographique qui m'a frappé direct en lisant nos sources. Lesquels? L'ancien hippodrome, il est littéralement collé sur l'autoroute des Caries. Ah, le fameux mur de son où il trafique. C'est ça. Pour ceux qui connaissent le secteur, des caries, c'est du béton, des klaxons, des gaz d'échappement en permanence. Donc l'idée de faire pousser des légumes biologiques là, à quelques mètres d'une des artères les plus congestionnées de la province, ça semble, mettons, complètement contre-intuitif. C'est sûr. C'est d'ailleurs la première question légitime qui se pose quand on fait de l'agriculture urbaine dans des zones aussi industrialisées. Comment on gère la pollution? On peut vraiment cultiver des trucs comestibles sur une vieille piste asphaltée? Le secret, et c'est bien expliqué dans l'analyse du projet, c'est qu'ils ne cultivent absolument pas dans le sol existant. Ok, donc ils n'utilisent pas la terre de l'hippodrome. Non, pas du tout. Ce sol-là a été piétiné par des chevaux recouverts de poussière et d'asphalte pendant des décennies. Ils utilisent plutôt des techniques hors sol. Ah, comme des bacs surélevés? Exactement. Des bacs, des toiles géotextiles et surtout, ils importent un terreau qui est riche et certifié pour l'agriculture. Donc, si je comprends bien, on crée littéralement un sol artificiel, un environnement hyper contrôlé, qu'on pose juste par-dessus la friche industrielle. C'est en plein ça. Et pour ce qui est de la pollution de l'air venant de l'autoroute, il faut savoir que les particules lourdes retombent assez près de leur source. Ok. En aménageant le site intelligemment, avec des zones tampons, et en lavant rigoureusement les récoltes, on assure la sécurité alimentaire. C'est quand même ironique de penser que ces légumes-là sont souvent plus frais que ceux qu'on achète au supermarché. Tellement plus frais, surtout comparé à des produits emballés dans du plastique qui ont voyagé pendant des jours depuis la Californie. C'est clair. Ok, donc la mécanique agricole est brillante, mais plongeons un peu dans le pourquoi de tout ça. Ouais, la mission de base. Pourquoi Multicaf s'est lancé là-dedans? D'après nos notes, c'est pas un organisme qui vient d'apparaître hier matin, hein. Non, c'est un pilier de Côte-de-Neige depuis 1985, je crois. C'est ça. Pendant presque 40 ans, ils faisaient de l'aide alimentaire assez classique depuis leurs locaux sur la rue Westbury. Donc pourquoi soudainement ressentir le besoin de s'improviser agriculteur sur un champ de course? La réponse tient vraiment en un seul mot, l'inflation. Ah, le mot qui fait mal à tout le monde en ce moment. Exactement. Surtout ces dernières années, avec la crise macroéconomique, le prix du panier d'épicerie a juste explosé. Ce qui fait que la demande pour l'aide alimentaire a dû monter en flèche. Ça a triplé. Leurs locaux de la rue Westbury étaient super dans les années 90. Mais là, physiquement, c'était rendu trop petit. On s'imagine bien que faire passer des centaines de palettes de nourriture dans des petits couloirs, ça marche plus. C'est intenable. Il leur fallait de l'espace pour produire eux-mêmes des denrées fraîches et locales. Ok, décortiquons tout ça une seconde. Parce que le terme agriculture urbaine, honnêtement, ça a parfois mauvaise presse. C'est vrai. On a souvent une image très cliché. Bah oui, on a en tête le truc de citadin branché, le petit passe-temps où on fait pousser 3 tomates cerises sur un balcon pour se donner bonne conscience. Le fameux loisir vert. Voilà. Comment est-ce que ce projet-là au bonnet bleu se détache de cette image pour devenir, comme le disent les sources, une véritable opération de survie? La grande différence, c'est vraiment l'échelle de production et surtout la démographie qu'on cible. C'est-à-dire? Faut regarder les chiffres. Côte-des-Neiges, c'est pas un petit quartier tranquille. C'est l'une des zones avec la plus forte densité de population au Canada. Waouh! Au Canada complet. Ouais.
Et Multicaf soutient annuellement plus de 3500 membres. Et là, on parle de personnes à très faible revenu, de familles nouvellement immigrées ou d'aînés qui vivent avec des petites pensions fixes. 3500 personnes, c'est énorme. On n'est vraiment plus du tout dans le petit potager de ruelle. Absolument pas. Pour ces gens-là, quand l'inflation frappe, qu'est-ce qui arrive? Les denrées fraîches sont les premières choses qu'on enlève de la liste d'épicerie. Parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Exact. Ça coûte trop cher comparé aux produits ultra transformés qui remplissent le ventre pour pas cher. Donc, ce projet-là, c'est pas de la pédagogie romantique sur la nature. C'est une infrastructure de survie, dans le fond. C'est exactement ça. C'est pour s'assurer qu'une population hyper vulnérable a accès à des vitamines, à de la fraîcheur, des trucs qui leur sont devenus inaccessibles dans les épiceries régulières. D'accord, on a donc réussi le tour de force de transformer un terrain vague en une machine de production massive, mais on se bute à un gros problème logistique selon nos documents. Ah, la question de la distribution. Ouais, parce que l'hippodrome, géographiquement, c'est enclavé. C'est coincé entre l'autoroute et un gros secteur commercial. C'est pas super facile d'accès à pied. C'est ça. Si on a des légumes parfaits sur le terrain, mais que les familles dans le besoin sont à plusieurs kilomètres et qu'elles n'ont pas de voiture, ces légumes-là servent strictement à rien. C'est la faille classique de beaucoup de projets communautaires. On produit, c'est beau, mais on oublie le dernier kilomètre. Mais là, Multicaf a trouvé une solution assez brillante. Remarquable même. Les documents mettent de l'avant le lancement, le 15 juin, d'un marché mobile. Un marché sur roue. Exactement. L'idée est simple, mais super efficace. Au lieu de demander à des aînés ou à des mères de famille de traverser la ville avec 2 autobus pour venir chercher leurs légumes, On met la ferme dans un camion. on met la ferme dans un camion et on l'amène directement au cœur des zones résidentielles. Écoute, je trouve ça fascinant comme concept. C'est un peu la mécanique du camion de crème glacée, tu vois? Oui, tout à fait. On utilise la mobilité pour aller sur le terrain du consommateur. Sauf qu'au lieu de distribuer des pics de sucre, on livre de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Le parallèle avec le camion de crème glacée est vraiment parfait pour comprendre la logistique de proximité. Et il cible des endroits spécifiques, non? Ouais, des endroits comme la place d'Arlington et la place de la Savane. Pourquoi ces places-là en particulier? Parce que les données urbaines identifient formellement ces secteurs comme des déserts alimentaires. Et ça, il faut vraiment qu'on s'y arrête une seconde. Parce que le terme désert alimentaire, quand on habite dans une métropole dense comme Montréal, ça sonne presque faux. C'est vrai que c'est difficile à imaginer. Un désert, on pense au Sahara ou à un petit village à 300 km de la première épicerie. Comment on peut être dans un désert alimentaire quand il y a des dépanneurs à chaque coin de rue? C'est un concept crucial à démystifier. En ville, un désert alimentaire, c'est pas l'absence de bâtiments. C'est l'absence d'accès à de la nourriture abordable et nutritive, à une distance de marche raisonnable. Ok, donne-nous un exemple concret pour qu'on comprenne bien. Mettons, imaginez une personne à mobilité réduite, dans le secteur d'Arlington. Ses seuls commerces à moins de 15 minutes de marche, c'est un dépanneur qui vend des chips et des boissons gazeuses, ou une station-service. Donc géographiquement, cette personne vit dans un désert alimentaire, même s'il y a des commerces. Exactement. Les grands supermarchés sont souvent sur des grands boulevards comme des caries. Ça nécessite une voiture ou de prendre le bus avec des sacs lourds. C'est pas gérable. Je comprends. Donc, le marché mobile vient vraiment court-circuiter cette barrière géographique. Mais il y a un autre mot qui revient super souvent dans les sources, c'est le mot dignité. C'est le cœur du projet, la dignité. En quoi ce modèle-là est si différent de, mettons, juste distribuer des boîtes de conserve dans un sous-sol d'église? La différence psychologique est énorme. Le modèle traditionnel de la banque alimentaire, c'est essentiel en situation d'urgence, on s'entend. Ouais, ça sauve des vies. Mais ça implique souvent de faire la file, d'attendre et de recevoir ce qu'on nous donne sans pouvoir choisir. Ça peut créer un certain sentiment de dépendance. Tout à fait. Une perte d'autonomie. Le marché solidaire mobile change complètement cette dynamique-là. Parce qu'on recrée l'expérience d'une vraie épicerie. C'est ça. Le camion s'installe sur une place publique, avec des étals. Il y a des légumes frais qu'on peut toucher, regarder. Les gens retrouvent leur pouvoir d'agir sur ce qu'ils mangent. C'est fou la différence que ça doit faire. Même si les prix sont subventionnés ou symboliques, juste le fait de choisir ses propres tomates, c'est ce que les sources appellent la dignité d'achat. On redonne vraiment le statut de citoyen aux gens, plutôt que de les traiter comme de simples bénéficiaires de charité. C'est fort, très fort. Par contre, il y a une réalité qui me chicote depuis le début de cette analyse, Laquelle? l'argent. Faire pousser des légumes, engager du personnel, faire rouler des camions réfrigérés, ça coûte cher. Très cher. Les sources mentionnent que le budget de fonctionnement global de Multicaf oscille entre 1,2 et 1,5 million de dollars par année. C'est pas rien. Non, c'est massif.
Ma première réaction en lisant ça, ça a été, pour 1,5 million, pourquoi s'embêter à faire de l'agriculture? Tu veux dire, pourquoi ne pas juste acheter la nourriture? Exact. Est-ce que ce serait pas beaucoup plus simple et peut-être moins cher d'aller chez un grossiste, d'acheter des tonnes de légumes et de les redistribuer? Pourquoi s'imposer le fardeau de devenir une ferme? C'est une excellente question. Et c'est souvent le premier réflexe comptable qu'on a. Mais cette vision à court terme, elle ignore deux mécanismes fondamentaux qui rendent l'autoproduction financièrement beaucoup plus solide. Ok, c'est quoi le premier mécanisme? Le premier, c'est la protection contre la volatilité des prix. Quand on achète sur le marché de gros, on est complètement à la merci de l'inflation mondiale. Ah, je vois. Si une sécheresse frappe en Californie, Le prix de la laitue au grossiste, il explose du jour au lendemain. En cultivant ses propres terres, Multicaf gèle une partie de ses coûts d'approvisionnement. parce que le prix de la semence et de l'eau, lui, il fluctue pas avec les crises mondiales. Exactement. Ils créent leur propre stabilité financière. Ça fait plein de sens. Et le deuxième mécanisme? C'est l'économie systémique, surtout à travers la réinsertion sociale. Ah oui, l'emploi? Ce budget de 1,5 million, il sert pas juste à faire pousser des carottes. La ferme engage des travailleurs locaux. Elle forme des individus qui étaient peut-être super éloignés du marché du travail. Elle leur redonne un cadre, une expérience. C'est ça. Donc la valeur de la création d'emplois locaux vient s'ajouter à la valeur de la nourriture produite. Le retour sur investissement, il est double. Ce qui explique sans doute pourquoi le montage financier de ce projet-là implique autant de gros joueurs. On parle de la ville de Montréal, de Centraide, de dons privés. Oui, c'est un écosystème très large. Les sources parlent même de subventions majeures du MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Ça m'a surprise de voir le MAPAC s'impliquer là-dedans, eux qui gèrent d'habitude l'industrie agricole de masse. Le MAPAC s'y intéresse parce que ça répond directement aux objectifs d'autonomie alimentaire du Québec. Ah, c'est logique. Et l'implication de Centraide ou de la ville, ça montre qu'on ne perçoit plus ce type de projet-là comme une simple dépense de charité. C'est vu comme un investissement préventif, nier des coûts sociaux beaucoup plus lourds, surtout en santé publique. Explique-nous un peu ça, parce que le lien entre des légumes et le budget de l'État, c'est super intéressant. C'est la base de la médecine préventive au fond. La précarité alimentaire, ça pousse les gens vers quoi? Vers la consommation de produits ultra transformés. Parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Ouais. Et ça mène directement à une augmentation des maladies chroniques. Le diabète de type 2, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Des maladies qui coûtent des milliards au système de santé québécois en bout de ligne. En consultation, en lit d'hôpitaux, en médicaments, en assurant un accès constant à des légumes frais dans les quartiers défavorisés, on intervient directement à la source du problème. Donc, les légumes cultivés au bonnet bleu, c'est presque une prescription médicale. C'est littéralement ça. Une prescription qui réduit la pression sur nos urgences à long terme. D'accord, l'équation au niveau de la santé, elle est imparable. Mais il reste une dernière pièce au puzzle financier, et on l'a un peu abordé au début, le terrain lui-même. Ah oui, l'éléphant dans la pièce. C'est ça. L'ancien hippodrome, il appartient à la ville. Et l'idée, c'est qu'il est prêté. Ouais. Mais comment ça marche ce genre de bail-là? On parle d'un espace qui vaut potentiellement des dizaines de millions de dollars en valeur immobilière. Est-ce que la ville perd pas de l'argent en laissant des fermiers s'installer gratuitement? Ça, c'est une idée reçue super tenace en urbanisme. Ah oui. Ouais, on croit à tort qu'un terrain vide, c'est financièrement neutre. Mais c'est complètement faux. L'inactivité foncière, ça coûte extrêmement cher à une ville. Comment ça? S'il n'y a rien dessus, ça coûte rien, non? Non. La ville doit sécuriser le périmètre de cet immense terrain. Si c'est abandonné, il y aura du vandalisme, des campements illégaux, des dépôts d'ordures clandestins. C'est vrai qu'il faut nettoyer tout ça? La ville doit envoyer des équipes de nettoyage, payer des assurances, déneiger les accès en hiver. C'est une hémorragie d'argent public constante, sans aucune rentrée fiscale pendant des années. Surtout sachant que les négociations pour développer un futur quartier, ça peut prendre 5, 10 ou même 15 ans. Voilà. Alors la solution de l'occupation temporaire avec une ferme, c'est pas juste de la bonne volonté politique. C'est un choix purement pragmatique. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire. La ville signe un bail, souvent symbolique, genre 1 dollar par année, avec l'organisme. En échange, l'organisme occupe le terrain. Et une occupation active, c'est la meilleure sécurité. C'est ça. Le terrain est entretenu, il y a une présence humaine tous les jours. La ville élimine ses coûts d'entretien et de sécurisation, tout en générant un bénéfice social immense. C'est fou, c'est la définition même de transformer un passif financier en un actif communautaire. Tout le monde y gagne. C'est un win-win total. C'est tellement logique quand c'est expliqué de même. C'est un changement de paradigme complet sur la façon dont on gère nos espaces urbains en attente.
c'est sûr. Le projet des bonnets bleus, ça nous prouve que le développement d'une ville, ça devrait pas être de patienter 10 ans derrière des clôtures métalliques jusqu'à ce que les grues arrivent. L'espace urbain, même temporairement, peut être généreux. L'attente peut être active. C'est la grande leçon de cette exploration, je trouve. Multicaf a démontré qu'on pouvait prendre vraiment les pires contraintes urbaines, Un seul impossible, le bruit d'une autoroute. une inflation record, des populations isolées dans des déserts alimentaires, et à partir de tout ça, créer un écosystème complètement fonctionnel. Quand le camion du marché mobile démarre le matin, c'est pas juste un distributeur de légumes. C'est un mécanisme de résilience collective qui se met en marche. Et un mécanisme qui est financé intelligemment en plus. Et soutenu par une vision hyper moderne de l'utilisation de la terre. C'est une excellente synthèse. On réalise à quel point chaque élément s'imbrique pour créer un vrai filet de sécurité. Tout est connecté, du sol jusqu'au camion. Et ça soulève une réflexion finale vraiment fascinante sur tout ce qui nous entoure. J'aimerais bien l'entendre. La prochaine fois qu'on se promène en ville ou qu'on est coincé dans le trafic sur des carris, ça vaut la peine de regarder un peu autour de nous. Ces immenses friches industrielles, ces stationnements abandonnés ou ces terrains vagues barricadés. Il y en a partout. Exact. Si un ancien hippodrome destiné à du bétonnage massif peut être temporairement réquisitionné pour devenir un garde-manger communautaire vital et sauver tout un quartier de l'inflation, combien d'autres espaces invisibles dorment autour de nous? C'est une excellente question. De quels autres lieux vacants pourrions-nous nous emparer temporairement pour résoudre, au moins en partie, nos crises sociales immédiates? Il y a vraiment de quoi voir nos villes sous un tout autre angle. C'est clair. Merci beaucoup d'avoir décortiqué ça avec nous aujourd'hui, c'était passionnant. Ça fait plaisir. À très bientôt. À la prochaine pour une nouvelle exploration.